À la section 8.3, on réétudie le produit scalaire et les projections de vecteurs, mais en 3 dimensions. Encore une fois, plusieurs similarités entre ce que l'on connaît déjà et la troisième composante en Z. Alors, soit deux vecteurs U et V qui sont en 3 dimensions. On va avoir ici que le produit scalaire de U et de V, si les deux vecteurs ont la même origine, grandeur de U fois grandeur de V fois cos de l'angle entre les deux, ça ne change pas. Si on regarde au niveau des composantes maintenant, si je prends les composantes de U, scalaire les composantes de V, le calcul est le même. Ici, s'il vous plaît, faites attention, il y a une erreur dans le corrigé que je vous ai donné. Donc, la formule est bel et bien x1 fois x2, donc on change de place avec celui-là, plus y1 fois y2, plus z1 fois z2. À l'exemple 1, on met ça en pratique tout simplement. Donc, ça nous donne moins 2 fois 6 pour la valeur qui est ici, plus 1 fois moins 4 pour la deuxième et 5 fois 3 pour la dernière. Je fais la somme de tout ça et mon produit scalaire vaut moins 1. À l'exemple 2 maintenant, nous avons 3 points qui forment les sommets d'un triangle, les points M, N et P, dont les coordonnées sont fournies, déterminent la mesure de l'angle grand N au degré près. Donc, si je dispose mes 3 points, M, N et P, je sais que je veux l'angle N, alors ce que je dois faire, c'est construire deux vecteurs qui ont comme origine le point N, puisque je veux l'angle N. Donc, je vais créer le vecteur NM et le vecteur NP. En faisant la soustraction des coordonnées de M et de N, je trouve les composantes du vecteur et je fais la même chose pour trouver les composantes du vecteur NP. Ensuite de ça, je vais aller chercher la grandeur du vecteur nm en faisant la racine carrée de la somme des carrés de chacune des composantes. Et je fais la même chose pour le vecteur np. Je vais aller calculer sa grandeur. Maintenant, on sait que pour trouver un angle, bien, je vais avoir besoin d'utiliser le produit scalaire. Alors, je vais calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs et ce produit scalaire-là me donne moins 29. On connaît déjà la formule ici, c'est très pâle, je suis désolée. Donc, on a que le cos de n est égal au produit scalaire des deux vecteurs divisé par la grandeur de l'un fois la grandeur de l'autre. Et là, tout simplement, ici, on ne voit pas grand-chose, mais essentiellement, ce sont les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc, moins 29, qui est la valeur du produit scalaire, divisé par la racine carrée de 19, qui est la grandeur de nm, fois la racine carrée de 139, qui est la grandeur de np. En faisant cos moins 1 de la valeur qu'on trouve, j'obtiens que l'angle n vaut 125. Bien évidemment, le dessin n'est pas à l'échelle. Pour ce qui est de la projection de vecteurs maintenant, soit A et B, deux vecteurs, ou le vecteur B n'est pas le vecteur nul, même chose encore une fois, si je veux projeter le vecteur A sur le vecteur B, même notation. Et ce que c'est, bien, c'est la même formule, hein, la projection de A sur B, c'est ici la grandeur A scalaire B sur B scalaire B qui devient A scalaire B sur la grandeur de B au carré. Et tout ça ici, c'est fois les composantes du vecteur B. Donc, rien ne change jusqu'ici. Et on dit que la projection, le vecteur projection qui est ici à la base, c'est un nouveau vecteur qui est collinéaire avec le vecteur B. Donc, tout ça, c'est déjà vu. Les projections sont utilisées en animation pour déterminer la longueur du nombre projeté sur une surface plane, entre autres. À l'exemple 3, voici les vecteurs A et B en 3 dimensions. Je veux connaître le vecteur que je projette, le vecteur A qui est projeté sur le vecteur B. Je veux connaître ses composantes ainsi que sa grandeur. Alors, étant donné la nature de l'équation nécessaire pour calculer ça, bien, j'ai besoin du produit scalaire entre A et B et j'ai aussi besoin du produit scalaire entre B et lui-même.
Et donc, tout ce qui me reste à faire ici, c'est de brancher tout ça dans mon équation. Donc, produit scalaire qui est 13, divisé par produit scalaire qui est 26, multiplié par les composantes du vecteur B qui sont 3, 4 et 1. Alors, voici les composantes de la projection. Et pour calculer la grandeur de la projection, bien, je prends le carré de chacune des composantes, j'en fais la somme et la racine carrée, et ça me donne une valeur de racine de 26 sur 2 unités de longueur. Des vecteurs orthogonaux, ce qu'on appelle des vecteurs orthogonaux, c'est tout simplement des vecteurs qui sont perpendiculaires. Donc, s'ils sont perpendiculaires, bien, on sait déjà que le produit scalaire va être nul. Donc, on utilise cette notion-là ici pour résoudre certains types de problèmes. Donc, par exemple, détermine les composantes d'un vecteur, pas de S ici, qui est orthogonal à un vecteur U, dont les composantes sont là. Donc, ici, bien, ce vecteur-là, disons que je l'appelle V, le vecteur qui est perpendiculaire à U, bien, je sais que U scalaire V devra me donner 0. Donc, si je prends les composantes de U, scalaire les composantes de V, j'obtiens l'équation qui est là. Dans cette équation unique-là, qui donne la relation entre X, Y et Z pour que mon vecteur V soit orthogonal à mon vecteur U, bien, j'ai une seule équation avec 3 inconnus. Dans une droite oblique en 3 dimensions, l'ensemble des nombres réels est couvert par chacune des composantes. Donc, toutes les valeurs de X existantes vont aboutir sur ce vecteur-là. Toutes les valeurs de Y aussi, toutes les valeurs de Z. Donc, comme j'ai 3 inconnus pour une seule équation, je sais que j'ai une infinité de solutions. De la même façon que Y égale X, qui est une droite très simple en 2 dimensions, et j'ai une infinité de coordonnées XY qui répondent à ça. Bien, c'est la même chose ici, sauf que j'ai une 3e composante. Donc, ceci étant dit, j'ai une équation, 3 inconnus, et j'ai une infinité de solutions. Donc, j'ai la liberté de fixer 2 des inconnus à n'importe quoi et d'aller chercher la 3e en fonction des valeurs que j'ai déjà attribuées. Bien sûr, si on est 19 dans la classe, je pourrais avoir 19 réponses différentes parce qu'il existe une infinité de vecteurs qui est orthogonale au vecteur U qui est là. Alors, c'est à vous de choisir. Ici, on a posé que X est égal à 1 et Y est égal à 0, ce qui nous donne un seul choix pour la valeur de Z. Donc, le vecteur V, qui a les composantes 1, 0 et moins 3 cinquièmes, est un des multiples vecteurs qui est orthogonal au vecteur U. Je reviens à la droite dans le plan cartésien, c'est de la même façon. Si je reprends la droite simple y est égal à x, bien, pour trouver un y qui fonctionne sur la droite, bien, je peux fixer x à n'importe quoi et calculer y en conséquence. Je sais que tous les x vont être choisis et que pour chacun de ces x-là, je vais avoir une valeur de y. Bien, en 3 dimensions, c'est le même principe. Pour chaque valeur de x et de y que je choisis, je sais que je vais avoir une valeur de z qui va correspondre à ces 2 autres valeurs-là. D'où la raison pour laquelle j'ai la liberté ici de fixer 2 des 3 inconnus et aller chercher la 3e en fonction de ces 2 premières-là. À l'exemple 5, ici, c'est un peu mélangé dans les notes de cours. Donc, à l'exemple 5, on énonce ceci, mais on résout le problème ici sous l'exemple 6, mais c'est exactement le même problème. Alors, comme il est complet ici, je saute à cette page-ci. Alors, à cet exemple-là, j'ai 2 vecteurs, un vecteur M et un vecteur P. Je vous ai expliqué lors de la leçon 8.2 qu'à partir de 2 vecteurs, imaginez 2 règles que vous tenez dans vos mains, je suis capable de déposer une feuille de papier sur ces 2 règles-là. Donc, je suis capable de créer un plan avec ces 2 vecteurs-ci. Ce que je veux trouver à cet exemple-ci, c'est un vecteur qui va être orthogonal à M et à P en même temps. Donc, essentiellement, ce que je voudrais, c'est, si je dépose ma feuille de papier sur mes 2 règles, je veux un vecteur qui va être perpendiculaire à la feuille de papier.
Donc, en étant perpendiculaire au plan, bien, forcément, il va être perpendiculaire à M et à P simultanément. Donc, un petit peu la même procédure ici. Je vais définitivement utiliser l'information de vecteur orthogonal. Ce que je vais faire, c'est que si M, qui est le vecteur déjà fourni, est orthogonal à N, le vecteur que je veux trouver, je l'appelle N, ce vecteur-là, bien, je sais que le produit scalaire entre N et M va valoir 0. Donc, je me crée une première équation comme ceci qui utilise les vecteurs M et le nouveau vecteur N. Et je sais aussi que mon vecteur P, lorsque je vais faire le produit scalaire avec ce vecteur N-là, lui aussi va être nul puisqu'il est orthogonal aux deux vecteurs. Donc là, j'ai deux équations. Les deux équations qui sont ici, on les a ramenées là. Équation 1, équation 2. Là, ici, j'ai un système de deux équations avec trois inconnus. J'ai encore une fois une infinité de vecteurs possibles. Encore une fois, imaginez-vous la feuille de papier. Vous pourriez mettre un crayon n'importe où sur votre feuille de papier de façon à ce que votre crayon soit perpendiculaire avec votre feuille de papier. Alors, il existe une infinité de vecteurs orthogonaux à M et à P. Mais là, j'ai deux équations et trois inconnus. Je ne peux pas fixer deux inconnus ici, sinon je n'aurai plus assez d'informations pour aller résoudre le système. Donc, j'ai besoin de conserver deux inconnus puisque j'ai deux équations à résoudre ici simultanément. Alors, j'ai la liberté de fixer une seule de ces inconnus-là. Dans l'exemple qui est ici, on a choisi de définir z comme étant égal à 1. J'aurais pu choisir que x était égal à 1, y était égal à 1. J'aurais même pu dire x égale 2, z égale 3. On a toutes les possibilités étant donné que l'ensemble des nombres réels est couvert autant par x que par y et que par z dans cette droite-là. Donc, si on fixe z à 1, mon équation 1 devient l'équation suivante où mon z vaut 1. Et la deuxième est ici, où mon z vaut 1 également. Donc là, on tombe dans un système d'équations qui nous est familier. Deux équations, deux inconnues. On les a retravaillées un petit peu ici pour aligner nos x, nos y et nos termes constants. Là, ici, on a décidé de prendre, voyons voir, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la première équation et on l'a multipliée par moins 4. Et ensuite de ça, j'ai pris l'équation 2 de façon intégrale, je n'ai pas modifié rien. Et j'ai additionné les deux pour être en mesure d'éliminer ma variable x, ce qui me permet de trouver la valeur de y. Maintenant que j'ai y, je peux revenir soit dans 1 ici ou soit dans 2 pour trouver la valeur de x et on a trouvé moins 19 onzièmes. Maintenant, ça veut dire que parce que j'ai fixé mon z à 1, un vecteur possible qui est orthogonal à M et à P, bien c'est le vecteur N qui a comme composante moins 19 onzièmes, moins 7 onzièmes et le 1 que j'avais défini plutôt tout à l'heure. On vous fait une démonstration. M scalaire N avec les composantes qu'on vient de trouver me donne bel et bien une valeur nulle. Et puis P scalaire N me donne bel et bien 0 également. Donc, ça démontre que mon vecteur N, dont les composantes ont été définies ici, est bel et bien orthogonal à M et à P. Alors voici, c'était la section 8.3.